Bonjour à tous, c'est l'heure de Rilouche de Rav Don Yitzhak Abrahamel sur la paracha de Noach. Dans la paracha, il écrit le Maboul. Mais chronologiquement, il y a peut-être un problème. Selon Rashi, le déluge a commencé le 17 Reshvan, au deuxième mois. Donc c'est le deuxième mois par rapport à Tishri. Il pleut pendant 40 jours, ce qui nous amène au 28 qui se lève. Puis, s'ensuivent 150 jours où, avec Beru Amaïm, l'eau était sur la terre, recouvrait toute la terre. Ce qui nous amène au premier Sivan. Ensuite, la Teva se pose le 17e jour du 7e mois. Ce 7e mois est compté par rapport à Kislev, où la pluie s'est arrêtée, ce qui nous amène en Tammuz. Ensuite, les montagnes sont visibles, le haut des montagnes est visible, le premier jour du 10e mois. Le 10e mois, cette fois-ci, est compté par rapport à Reshvan, le mois du début du déluge, ce qui nous amène en Elul. Puis, Noach attend 40 jours, il envoie le corbeau. Il attend encore 7 jours, il envoie la première fois la colombe. Encore 7 jours, il envoie une deuxième fois une colombe. Et troisième fois 7 jours, et il envoie définitivement la colombe qui ne revient pas. Enfin, le sol devient visible le premier jour du premier mois de l'année, et le sol est complètement sec le 27e jour du deuxième mois de l'année. La question ici est de se dire pourquoi on numérote les mois, mais en changeant de référentiel en permanence. Parfois, c'est le deuxième mois par rapport au début de l'année, par exemple. Mais parfois, c'est le 7e mois par rapport au début de la pluie. Ou bien le 10e mois par rapport à la fin de la pluie. Pourquoi changer de référentiel à chaque fois? Ce n'est pas clair. Si on utilise une numérotation, c'est forcément depuis un même référentiel, un même début. Donc Abravanel propose une autre chronologie. Il n'y a pas eu 40 jours de pluie, puis 150 jours d'eau stagnante, puis un assèchement progressif jusqu'à ce que la Teva touche le sol. En réalité, il y a eu 40 jours de pluie, puis tout de suite, 110 jours où l'eau allait et venait, mais commençait déjà à diminuer. Et donc le 150e jour, donc 40 plus 110, la Teva se pose sur le mont Ararat lors du 7e mois. Or le Maboul a commencé le 2e mois, Reshvan, et la Teva s'est posée le 7e mois de l'année, soit Nissan, ce qui laisse exactement 5 mois entre les deux dates, ce qui fait exactement 150 jours. Donc quand on dit 2e mois, ça correspond au 2e mois de l'année, et 7e mois, encore le 7e mois de l'année. Donc tout devient cohérent. Les mois sont numérotés selon un seul référentiel, le début d'année. Si on dit que les 40 jours du déluge sont inclus dans le fameux compte des 150 jours. Cela signifie que du début du déluge jusqu'à ce que la Teva touche à nouveau le sol, il y a eu simplement 150 jours. Ensuite, bien sûr, au 10e mois, toujours selon le début d'année, donc Tammuz, les montagnes sont devenues visibles, et c'est alors que Noach vit par la fenêtre que le haut des montagnes était visible, qu'il ouvrit cette fenêtre pour envoyer le corbeau. Cependant, pourquoi l'objectif de l'envoi du corbeau n'est pas noté, alors que l'envoi de la colombe est justifié dans la Torah, en notant l'Irot Akalu Amaïm, pour voir est-ce que l'eau avait baissé. Mais pour le corbeau, il n'est rien noté. Quelle est la différence entre les deux espèces d'oiseaux? D'ailleurs, pourquoi quand la colombe n'a pas trouvé où se poser, Noach l'a recueilli dans la Teva? Mais le corbeau, après sa mission, est resté dehors, en faisant des allées et venues. Pourquoi Noach n'a-t-il pas fait re-rentrer dans la Teva? En réalité, le corbeau n'a pas été envoyé pour voir si l'eau avait disparu, mais plutôt pour voir s'il restait des habitations quelconques, des structures. Et c'est le corbeau qui a été envoyé, car c'est l'oiseau qui fait son nid justement dans les habitations. Donc s'il revient, c'est qu'aucune construction n'a résisté au déluge et qu'il n'a pas où faire son nid. Il est donc resté à proximité de la Teva jusqu'à la disparition totale de l'eau. Mais il n'est pas rentré dans la Teva, car comme on dit les sages dans Sanhedrin 108, le corbeau s'est uni avec sa femelle dans la Teva. Et selon une autre Gemara, la Gemara Ketuvot 49, les bébés corbeaux sortent blancs. Et donc le père corbeau ne les reconnaît pas. Il pense que ce n'est pas les siens. Et donc le corbeau n'avait pas de raison de rester près d'eux et de s'en occuper. Il ne s'approche pas suffisamment de la Teva. Et donc Noach n'a pas pu le faire re-rentrer. Puis, Noach a envoyé la colombe. Car cette dernière a pour habitude de se poser sur les arbres. Et donc avec elle, il est possible de vérifier si l'eau avait entièrement séché ou non. Lors du premier envoi, l'eau était encore trop présente, et les arbres n'étaient pas visibles. Et comme la colombe ne se pose pas sur la cime des hautes montagnes, elle est revenue à la Teva. La colombe étant plus fragile que le corbeau, Noach l'a donc faite re-rentrer dans la Teva. Donc lors du premier envoi, la colombe n'a trouvé ni lieu de résidence, ni moyen de subsistance. Mais lors du deuxième envoi, elle est revenue
donc elle n'a pas trouvé d'endroit, toujours où se poser, mais elle est revenue avec une branche d'olivier, comme pour dire que la végétation avait repris un petit peu. Et pour la question d'où sort cette branche d'olivier, certains ont répondu qu'elle vient du Haram Mishra en Israël, car il n'y a pas eu de déluge en Israël. Les autres disent que les portes du Gan Eden lui ont été ouvertes et elle est revenue avec un échantillon. Mais selon Abravanel, ces deux réponses ne tiennent pas, car même s'il n'y a pas plu directement sur Israël, évidemment que le déluge des pays avoisinants a causé des torrents déracinant tout sur son passage, donc même Israël était couverte d'eau. Et la réponse du Gan Eden correspond à du Drache et pas à du Pshat. Mais alors d'où sort la branche d'olivier? Tout simplement, il faut se dire qu'à la surface de l'eau flottaient toutes sortes de débris végétaux, des feuilles, des branchages, etc. Et que suite à la baisse du niveau de l'eau, des feuilles d'olivier se sont déposées sur les hauteurs des montagnes. La terre y était encore bien humide, et donc une nouvelle pousse a pu se faire là. Et quelques 50 jours plus tard environ, il était déjà possible de voir des débuts de jeunes pousses d'olivier. C'est ce que la colombe a ramené lors du deuxième envoi. Puis lors du troisième envoi de la colombe, cette dernière n'est pas revenue, car elle avait trouvé sur terre le gîte et le couvert. Reste à savoir, pourquoi a-t-il d'abord attendu 40 jours après avoir vu le sommet des montagnes pour envoyer le corbeau, puis pourquoi avoir attendu ensuite 7 jours pour envoyer la colombe, et encore 7 jours entre chaque envoi de la colombe? À quoi correspondent ces temps d'attente? Noach, après avoir vu la cime des montagnes, a d'abord attendu 40 jours, car il savait qu'au 40e jour de déluge, Hachem a eu la miséricorde d'arrêter la pluie. Donc il s'attendait à avoir plus de chances de trouver des végétaux ou des habitations en attendant 40 jours après la vue des cimes des montagnes. Après la vue des cimes des montagnes. De plus, le chiffre 4 ou 40 revient de nombreuses fois. Le monde est régi par 4 camps de Melachim Keloshim. Il y a 4 saisons qui sont 4 parties de notre orbite autour du Soleil. Il y a 4 éléments fondamentaux, 4 types de créatures minérales, végétales, animales et humains. Il y a 40 jours pour la formation d'un fœtus. Moshe est resté plusieurs fois des périodes de 40 jours sur le Har Sinaï. Les Meraglim ont espogné la terre pendant 40 jours. Les Bénisraël ont séjourné pendant 40 ans dans le désert. Et nous prions tous les ans, pendant 40 jours, avec plus de ferveur en Elul plus Aseret Yemei Teshuvah. Bref, au bout des 40 jours, finalement, le corbeau n'a pas trouvé d'habitat, car il y avait encore trop d'eau. Et donc il va envoyer la colombe, mais en espaçant chaque envoi de 7 jours, ce qui correspond à un quart de cycle lunaire, car le niveau de l'eau est influencé par la lune. Shabbat Shalom.